Je vous remercie, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir. Donc pour ce webinaire qui est la deuxième session en fait, du webinaire AICA UNESCO, donc organisé par l'AICA International et l'AICA Côte d'Ivoire. Dans le cadre du programme de participation de l'UNESCO axé sur l'Afrique et l'égalité des genres. Et donc, il y a eu un premier volet en fait, à ce programme de rencontre consacré à la situation des femmes et l'art au Maghreb, et donc qui a eu lieu à Rabat en septembre l'année dernière. Et donc, dans la continuité, un deuxième volet lui consacré donc aux situations des femmes et l'art en Afrique francophone. Il y a eu un premier webinaire fin janvier intitulé Récits d'artistes, que je vous invite à visionner, revisionner si vous n'avez pas pu assister au webinaire, puisqu'il est disponible sur notre chaîne YouTube. Et donc, c'était un webinaire qui réunissait les artistes Edwige Plogan, Fatoumata Diabaté, Amsatou Diallo et Ruth Bellinga, et c'était modéré par Nadine Oukpata. Donc aujourd'hui, ce webinaire est consacré aux institutions et aux galeries. Et il est modéré par Cécile Bourne-Farrell, que je remercie infiniment. Et donc, avant de lui donner la parole, je vais la présenter brièvement. Donc, Cécile Bourne-Farrell s'est formée à l'école du Louvre et à l'école du Magasin de Grenoble. Elle est membre de l'AICA International, la section ouverte, et du CIMAM, International Committee for Museums and Collection of Modern Arts. Après avoir travaillé pour le musée d'art moderne de la ville de Paris pendant plusieurs années, elle a été médiatrice mandatée par la Fondation de France pour la mise en œuvre des nouveaux commanditaires en Espagne. Elle collabore avec de nombreuses institutions et structures, la DRAC Île-de-France, le CNAP, le pavillon du Palais de Tokyo, l'appartement 22 à Rabat, entre autres. À Londres, notamment la Delphina Foundation, le département des War Studies de l'université de King's College et Arts Cabinet. Elle a été commissaire invitée de la Triennale Sud 2017 à Douala, au Cameroun, et Embrace Diversity à Macao. Donc, elle écrit régulièrement, et parmi ses récentes publications, nous pouvons citer Europa Oxala. Donc, chère Cécile, je te passe la parole donc, pour cette discussion que tu modères et qui réunit Simone Guérandou, présidente d'AICA Côte d'Ivoire et fondatrice de la galerie Simone Guérandou, Cécile Fakouri, fondatrice de la galerie Cécile Fakouri, Amagoro, et Jonelle. Donc, je te passe la parole, chère Cécile. Merci Sonia, bonjour à tout le monde. Je tiens à remercier les personnes qui sont à l'initiative de ce webinaire, AICA UNESCO. Donc, je voudrais remercier personnellement Monsieur Ramon Tiobilido, chargé du projet Afrique pour l'AICA International, Sonia Recassens, donc présente ici, coordinatrice et administratrice de l'AICA International, Simone Guérandou aussi, présidente de l'AICA Côte d'Ivoire, et Martine Ducoulombier qui est vice-présidente, et le comité scientifique donc, qui est à l'initiative de ce webinaire, notamment la personne de Ruth Bellinga, Fatoumata Diatabé, Nadine Oukpata et Jonelle, qui est aussi avec nous pour ce webinaire. Dans le cadre de ce webinaire consacré aux institutions et galeries, l'AICA International a donc choisi 4 intervenants qui auront chacun l'opportunité de nous parler de leur parcours professionnel, comment chacun construit son public, comment chacun concrètement essaye au sein de sa programmation et de ses projets de donner une place aux femmes,
et quel constat chacun fait de ses expériences et quels sont les engagements qu'ils prennent pour faire bouger les choses et donner plus de visibilité aux femmes. Donc, on commencera ce webinaire d'abord avec Madame Simone Guirandou, qui sera suivie de Cécile Fakouri, après Monsieur Amagoro et Jonel. Voilà, donc je pense que ce qui est important, c'est que je puisse juste donner des repères biographiques, n'est-ce pas, de chacun d'entre vous, et puis on commencera des questions, les 4 questions que j'ai posées pour essayer de mieux se connaître. Donc, Simone Guirandou, diplômée en histoire et théorie de l'art et en linguistique appliquée, enseigne l'histoire de l'art à l'Institut national des arts de Côte d'Ivoire, l'INA. En 1985, elle commence sa carrière de galeriste. Ses activités l'amènent à organiser en 1999 à Abidjan, en collaboration avec des collègues nigérians et sénégalais, la 2e édition des lignes artistiques dans la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique et de l'Ouest, sur la culture, l'intégration et l'environnement. Elle prend une part active à l'organisation de la Foire internationale des arts plastiques d'Abidjan et dès 2011, elle se voit confier par le gouvernement de Côte d'Ivoire en tant que commissaire général l'organisation de la première édition du Salon international des arts plastiques d'Abidjan, le SIAPA. Simone Guirandou est présidente de l'AICA Côte d'Ivoire. Elle est également membre de l'Académie des arts, des sciences, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Voilà un beau parcours. Simone, est-ce que vous pourriez un petit peu compléter votre parcours, essayer de nous faire part de qu'est-ce qui vous a amené à devenir aussi galeriste? Merci. Donc, je suis Simone Guirandou, vous m'avez très bien représentée. Ma carrière artistique, je la commence en 1985. À l'époque, je n'avais pas de lieu et je faisais mes expositions chez moi dans mon jardin jusqu'en 1991, où j'ai pu avoir un local que j'ai aménagé et où j'ai continué donc à faire mes expositions. Ce lieu, je l'ai nommé Art Pluriel, parce qu'évidemment, j'exposais non seulement l'art plastique, mais j'exposais également l'art traditionnel de Côte d'Ivoire et un peu dans la sous-région. Donc, je suis restée dans ce local pendant 25 ans. Et après ces 25 ans, j'ai déménagé chez moi pour fêter mes 30 ans d'activité artistique. Et donc, j'ai fait construire une galerie chez moi. Et depuis 2015, donc, je fais mes expositions chez moi. Voilà en gros un peu mon parcours. Donc, si vous voulez, ça fait 30 ans que je suis dans l'activité artistique et culturelle. Voilà. Le reste, vous l'avez dans le résumé de mon CV, oui. Donc je n'ai pas besoin de répéter tout ça. J'ai juste mis un petit complément en ce qui concerne la partie Louis Guirandou de la galerie. Bien sûr. Donc, vous avez exposé des artistes contemporains oui. Au même moment que des arts traditionnels, c'est ça? Au même moment que des arts traditionnels, dits traditionnels. Oui, bien sûr, oui. Mais pas en même temps, quoi. Je faisais l'exposition de l'art traditionnel uniquement pendant quelques temps. Voyez? Et ensuite, je revenais aux arts plastiques. Très bien. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez justement exposé des artistes contemporains? Oui, parce que tout simplement, c'est dans ma carrière.
c'est dans ma carrière, j'avais des artistes qui venaient me voir et qui voulaient donc exposer leurs œuvres et tout naturellement, bien sûr. On s'est mis d'accord sur les dispositions qu'il y avait à prendre et puis sur les conditions également. Et voilà, nous avons commencé cette aventure avec quelques jeunes à l'époque qui, qui sont restés, que je vois de temps en temps. Mais voilà un peu les conditions dans lesquelles j'ai exposé les œuvres de l'art contemporain. D'accord. Vous pourriez me donner quelques noms d'artistes justement qui ont été fidèles et avec lesquels vous avez continué à travailler? Oh, écoutez, j'ai Abla de Glover, que vous connaissez peut-être. Hein? C'est un Ghanéen. Lui, il vit au Ghana, hein? Donc on fait des expositions de lui. Ensuite, il y a Stenka, qui était le premier artiste que j'ai exposé. Il s'appelle Stenka Jacques, voilà. Je cherchais son prénom. Il s'appelle Stenka Jacques, qui est là. Et j'ai également Justin Oussou, qui a fait les Beaux-Arts et que j'expose également. Ça vous suffit ou vous en voulez encore? Non, je pense que ça suffira. On va juste rester sur notre sujet qui est celui donc de la présence des femmes et comment justement ces artistes, comment vous les soutenez en fait? Comment est-ce que ça se passe au niveau de votre programmation? Alors, ceux-là, les Justins aussi sont ce ne sont pas des femmes. Hein? Je vous ai donné des noms d'artistes contemporains que j'ai exposés, Oui. ce ne sont pas des femmes. Mais vous voulez que je vous donne? Qu'est-ce que vous m'avez demandé? En fait, le sujet du webinaire est consacré aux femmes. Aux Donc, femmes. c'est vrai Oui. que ce qui m'intéressait, c'est de savoir si dans la continuité aussi, il y avait des artistes femmes, en particulier avec vous avez continué à travailler. Bien sûr, bien sûr. Vous avez, les noms ne me viennent pas tout de suite, mais j'ai Dean Bang, par exemple. Voilà, celle dont la photo est là, est exposée. Elle vit à Paris. Elle travaille à Paris. C'est une Ivoirienne et qui vient donc à Abidjan pour ses expositions. Voilà, il y a celle-là. Ensuite, vous avez, comment il s'appelle encore? Les noms m'échappent, mais je vous ai donné 5 noms. Oui. Véronique Tadjo. Oui. Véronique Tadjo, vous voyez, Véronique Tadjo, qui, elle, vit en Afrique du Sud et qui vient donc à Abidjan pour ses expositions. Et vous avez Isole Dugan, qui vit à Paris, elle, qui vient de temps en temps faire une exposition à Abidjan. D'accord. Bon. Et Zeynab? Alors, Zeynab Nerat, elle habite les États-Unis, elle est en Californie, qui est venue donc faire une exposition à la galerie, il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs. Donc, ils s'exportent tous, ils se sont tous exportés, toutes ces femmes. Pardon? Elles se sont toutes exportées, ces femmes artistes. Oui. Alors, Zeynab, elle a suivi son époux aux États-Unis. Et bon, cette année-là, elle a voulu revenir chez elle, voir un peu son pays et en même temps profiter pour faire une exposition. Vous voyez? Quant à Véronique Tadjo, elle vit à Londres. Mais auparavant, elle était en Côte d'Ivoire. Hein? Elle a déménagé à Londres et puis elle vient de temps en temps faire ses expositions à Abidjan. D'accord. D'accord. C'est bon? Ouais. Et Cheryl McIntosh? Cheryl McIntosh, oui, elle, c'est une Américaine. Voilà. C'est une Afro-Américaine, je dirais. D'accord. Qui est vit aussi en dehors de la Côte d'Ivoire. Très bien. Donc, ce sont tous des artistes peintres? Des artistes peintres, oui. D'accord. Donc, au regard de notre webinaire, l'idée, c'était aussi de savoir quelle place vous donnez donc
aux femmes dans votre programmation et au sein de votre projet. Quel est le pourcentage d'artistes femmes dans votre galerie? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez... Voilà, est-ce que vous pourriez... Bon, vous savez, il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'art contemporain, justement. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai vu à l'Institut national de l'action de l'action culturelle à Abidjan, et sur un total d'inscrits pour l'année 2021-2022, sur un total de 1200 inscrits, tenez-vous bien, j'ai 996 garçons et seulement 287 femmes. Wow. Vous voyez un peu la proportion Wow. des hommes et des... C'est pour vous dire que, bon, le compte n'y est pas encore. Hein? Non. Voilà. Donc, comment vous l'expliquez ça? Parce que je pense que c'est important pour notre auditoire de mettre en perspective. Peut-être que non, peut-être que les jeunes femmes choisissent autre chose que l'art. Vous savez, c'est ça, c'est difficile, hein, l'art, surtout pour une femme. Hein. Dans mon exposé la dernière fois, je vous disais que en Afrique, souvent les parents estiment que l'art, le domaine de l'art est réservé aux hommes et pas aux femmes. Et on estime que, bon, c'est peu rentable pour les femmes parce que c'est un métier quand même assez difficile. Okay? Et donc, ça s'explique comme ça. C'est ce que vous voulez. C'est un choix. Bien sûr. Et vous, dans votre carrière, dans votre engagement professionnel, vous essayez de donner de visibilité aux femmes? Bien sûr, quand il y a une femme qui vient, nous sommes très heureux de l'accueillir et de voir son travail et éventuellement déboucher sur une collaboration. D'accord, d'accord. Donc, ce que je retiens, c'est que la place de l'art ne serait pas pour les femmes en Côte d'Ivoire. C'est pas encore une place de choix. C'est pas encore une place de choix, mais ça, c'est des statistiques qui le prouvent. Hein. On a très peu de femmes. Là, je vous ai donné juste une estimation, mais c'est vrai que les femmes ont encore un parcours assez difficile à faire. Hein, si elles veulent, Très bien. D'accord. Bon, Simone, en tout cas, c'était très intéressant d'avoir votre parcours, de voir à quel point la place des femmes n'est pas encore, comment dire, c'est pas encore du pavée. 100%. Ouais. Voilà, et votre témoignage est très précieux. Et je suis sûre que Cécile Fakouri peut aussi témoigner, elle, à sa façon de la place des femmes au sein de sa galerie. Voilà. Donc, Simone, on reviendra avec vous certainement dans la discussion après, à la fin. D'accord, Avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci. OK. Donc, très bien. Cécile Fakouri. Donc, un mot autobiographique, pardon. Donc, Cécile Fakouri, vous êtes très liée à la Côte d'Ivoire depuis une quinzaine d'années. Vous vous y installez et vous créez votre propre galerie afin de participer au développement de la scène des arts visuels à Abidjan et en Afrique de l'Ouest. Vous soutenez de jeunes artistes africains comme Aboudien, Cheikh Nya et François-Xavier Gbré, et vous participez au rayonnement de la scène contemporaine ouest-africaine. Progressivement, la liste de vos collaborations s'étoffe avec des artistes émergents et confirmés comme Vincent Michéa, Sadikou Oupedjo, James Kokobi, Dalila Dalias Bouzard, que vous présentez en Côte d'Ivoire, mais également dans les foires d'art contemporain internationales, que ce soit à Londres, à New York ou à Paris. Donc, l'année 2018 marque pour vous, Cécile Fakouri, un grand tournant puisque vous ouvrez un deuxième espace d'exposition à Dakar ainsi qu'un showroom à Paris. Et en octobre 2021, votre galerie ouvre au 29 avenue Matignon dans le 8e arrondissement à Paris. Voilà, donc même chose. Merci Sonia
laisser donc, voilà, de pouvoir peut-être enchaîner sur les images à venir. Et Cécile, donc merci de nous parler, de nous faire part de votre parcours professionnel. Et voilà, donc je vous laisse la parole. Ouais. Alors, effectivement, c'est résumé, bien résumé. Donc, moi, je suis Cécile Fakouri. J'ai donc ouvert une galerie en 2012 à Abidjan. Et puis après, donc mon parcours professionnel, j'ai été parisienne avant de devenir abidjanaise. J'ai travaillé dans le domaine de l'art, en galerie, en maison de vente. Et quand je m'installe à Abidjan en 2000, je m'installe de manière assez définitive en 2011-2012, juste après les événements en Côte d'Ivoire. Je cherche finalement un poste à pourvoir, une activité dans ce domaine-là, ce qui n'était pas chose évidente à l'époque, puisque voilà, même s'il y a évidemment des acteurs importants déjà installés comme Madame Guirandou, comme la Rotonde des Arts, comme la Fondation d'Onvailly qui avait déjà ouvert en 2008. Voilà, c'était un moment un peu particulier pour le pays. Et puis, c'est la rencontre avec les artistes qui m'ont poussée aussi dans le sens d'ouvrir une structure, voilà, donc, j'ai réfléchi à quelle structure je pouvais développer à Abidjan. Et finalement, avec les discussions, avec le contexte qui était compliqué à l'époque, malgré ça, la structure de la galerie s'est vraiment imposée assez rapidement. C'est les artistes aussi que je rencontre, que vous en avez cité quelques-uns, des artistes ivoiriens qui étaient sur place à l'époque et qui m'ont vraiment soutenu dans ce projet. Donc, on joue en 2012. Et puis rapidement, voilà, ça se développe. Je tombe à un moment aussi où rapidement après, quelques années après, peut-être même en 2013, il y a ces premières foires d'art contemporain spécialisées sur le continent africain auxquelles je participe, avec beaucoup d'hésitation parce que je me dis que finalement, on est déjà très identifié par notre géographie en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Est-ce que faire une foire spécialisée, ça servirait le débat? Et finalement, je pense que oui, ça a pendant un moment vraiment servi voilà, la visibilité des artistes, puisque il fallait donner aussi des clés de lecture, des choses voilà, des clés de compréhension de ce qui se passait sur le continent et dans ce pays en particulier. Donc voilà, j'ai commencé à faire pas mal de foires et puis ce qui me pousse à ouvrir Dakar, finalement, c'est la lecture d'un sorte de déséquilibre que je ressens en 2016-2017, où il y a peut-être 90% de la production de ce que je vends, la production des artistes, des œuvres, quittent le continent. Donc ça, c'était un peu à l'encontre de ce que moi je voulais développer au début, puisque j'avais vraiment envie de participer au développement d'un marché, au développement voilà, d'une scène contemporaine, alors ivoirienne pour le coup, et puis un peu ouest-africaine, si on voilà, au regard de plein d'événements qu'on faisait autour de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce déséquilibre qui me dit, mais on est en train de perpétuer une histoire. Et puis, c'était en plus au moment des restitutions, quand il y a eu ce rapport de Bénique Savoie et Felwine Sarr qui explique que, voilà, enfin, qui explique ce qu'on connaît, que toutes ces œuvres, tous ces trésors nationaux sont visibles qu'aux États-Unis, en Europe, que voilà, la restitution est amorcée. Et que moi, finalement, je perpétue un peu cette idée de c'est une création africaine, c'est les artistes en Afrique, alors plus ou moins basés en Afrique d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, tout est un peu poreux et les artistes voyagent beaucoup. Mais voilà, ça quitte le continent africain, ça part majoritairement en Europe, un peu aux États-Unis. Et là, je me dis, mais il faut que j'ouvre les vannes, il faut que je développe, il faut que je m'inscrive un peu plus sur le continent et que je crée d'autres dynamiques sur le continent. Et donc, de manière assez organique, assez naturelle, je développe ce projet à Dakar en 2018 et ça crée des dynamiques, ça crée des ponts, voilà, ça rééquilibre un peu l'histoire, le chiffre d'affaires aussi, les œuvres qui partent à l'étranger.
Et puis toujours de manière assez naturelle, assez organique, on fait ce travail depuis le continent. On fait énormément de choses depuis Abidjan et Dakar. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, avoir un point relais dans un pays où le marché de l'art est très établi, c'est aussi important puisque tout le côté institutionnel, tout le côté… voilà, il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles, on va dire, à développer dans un pays où le marché de l'art est très structuré, on va dire. Donc voilà, on commence à avoir des activités à Paris avec un showroom d'abord. Et puis, de manière très récente, là, en octobre dernier, j'ai ouvert ce dernier espace à Paris. Voilà, ça fait partie un peu du process du développement de la galerie où il y a un besoin de se connecter à un réseau institutionnel, toujours pour le but de mieux montrer, de mieux défendre nos artistes. Voilà. Bien sûr. Donc, si j'ai bien compris, vous essayez de trouver des stratégies pour ne pas retomber dans les affres, disons, du marché qui échapperait au continent africain. Oui. Hein, ça. Est-ce que, du coup, le fait de montrer des artistes femmes, c'est une priorité pour vous? Est-ce que justement c'est quelque chose de nouveau dans le développement de la galerie? Est-ce que ça participe aussi à cette dynamique ou comment vous vous positionnez par rapport à ça? Moi, alors, de la stratégie, on essaye d'en avoir, mais finalement, c'est plutôt tout le développement de la galerie. Ça a répondu à un sorte de contexte et à un moment, à une sorte de nécessité. Donc, la stratégie s'impose. C'est pas tant anticipé que ça. Moi, je fais que répondre à voilà, un contexte et à des situations. En ce qui concerne les femmes, effectivement, quand j'ai ouvert, j'étais pas dans cette problématique-là du tout. J'étais dans la problématique de faire marcher cette galerie, montrer des artistes qui m'entouraient, qui étaient là. Alors, j'ai ouvert avec pas mal d'artistes. Enfin, on a montré au début pas mal d'artistes ivoiriens et d'ailleurs qu'on continue à montrer puisque l'idée de la galerie, c'est vraiment de travailler vraiment à faire un travail de fond avec chaque artiste. Donc, à partir du moment où je commence à travailler avec un artiste, j'espère que ça va durer très longtemps. Et c'est le cas, puisque les artistes avec lesquels je travaille depuis 2012, je continue à travailler avec eux. Bravo. Donc c'est l'idée. Et c'est vrai que l'artiste femme est beaucoup moins… Alors, je rejoins tout à fait ce que disait Madame Guirandou, c'est que dans les chiffres, c'est flagrant. Et dans la réalité, c'est flagrant aussi. Quand on visite, moi, je fais beaucoup de visites des Beaux-Arts. Sur 20 élèves que je vais rencontrer, il y a une jeune femme. Et puis, alors, elles sont là, elles sont dans les beaux-arts, mais c'est pas forcément en art plastique. Ça va être dans les textiles, ça va être dans la photographie, ça va être voilà, dans peut-être d'autres activités que l'art plastique. Et donc, à un moment, ça a été… l'histoire s'est inscrite comme ça avec une majorité d'artistes hommes. Voilà. D'accord. Et pas par choix, évidemment, loin de là. Mais voilà, c'est le contexte qui a fait que ça s'est écrit comme ça. Et après, j'ai une artiste femme avec laquelle je travaille depuis très longtemps, qui s'appelle Dalila d'Alias Bouzard. Mais pareil, en fait, de manière un peu… on a observé ce déséquilibre finalement, qu'on avait beaucoup d'hommes dans notre programmation, très peu de femmes. Et c'est aussi un moment où moi j'ai commencé avec des très jeunes artistes. On a tous grandi ensemble. On s'est tous voilà, développé, les carrières des artistes se sont développées en même temps que l'histoire de la galerie. Et à un moment dans ma programmation, j'avais du mal à remontrer des jeunes, très très jeunes, puisque finalement c'était un équilibre aussi économique qu'on cherchait, puisque c'est une galerie voilà, avec ce système économique, donc on doit vendre les artistes pour qu'ils vivent de leur travail, pour que la galerie puisse vivre et se développer. Et donc d'intégrer cette très jeune génération devenait compliqué à plein de niveaux. Et donc c'est à ce moment-là, pareil en 2018, on décide de créer un nouvel espace à Abidjan. D'ailleurs, c'est la photo qui est sur le… Magnifique ce travail-là de Binta Diaw. Binta Diaw,
un magnifique travail, très sensible, à la fois très politique et très poétique. Et en fait, c'est à ce moment-là, avec ce nouvel espace, qu'on refait une programmation de très, très jeunes. Et c'est à ce moment-là qu'on travaille et qu'on commence à amorcer des collaborations avec des jeunes artistes femmes qui ne viennent pas de Côte d'Ivoire, malheureusement, non, malheureusement ou pas, en tout cas, elles ne viennent pas de Côte d'Ivoire. Mais voilà, Madame Guirandou faisait évoquer aussi beaucoup d'artistes femmes qui voyagent, qui sont liées à l'Afrique, mais qui n'y sont pas forcément. Là, effectivement, c'est le cas de Binta, qui est d'origine sénégalaise, mais sa famille s'est installée en Italie quand elle était toute petite. Donc voilà, c'est un mix culturel. Il y a évidemment cette essence africaine qui fait partie d'elle, qui est sa propre culture. Et toutes les artistes de la galerie, toutes les artistes femmes qu'on représente, fait partie plutôt de cette jeune génération d'artistes. Ouais. Très bien. Donc, on peut regarder l'autre artiste, l'autre image peut-être, Sonia. Voilà, l'autre, voilà, de Marie-Claire Messouma. Pareil, ouais. Pareil, même. Elle fait partie, voilà, je travaille avec elle depuis longtemps. Elle fait partie de ces artistes avec lesquels on commence à travailler suite à un travail de prospection qu'on a fait de cette très jeune génération. C'est des jeunes femmes qui ont moins de 30 ans pour la plupart, ou une trentaine d'années. Et pareil, Marie-Claire, elle est ivoirienne, mais elle a fait ses études jusqu'à le collège, quelque chose comme ça, à Abidjan. Elle en est partie, elle vit à Paris actuellement, et ça faisait une dizaine d'années qu'elle n'était pas retournée en Côte d'Ivoire. Et donc moi, en étant dans son studio à Paris, dans son atelier, je lui dis, mais il faut absolument que tu reviennes en Côte d'Ivoire avec tout le travail, parce que son travail, vous pouvez le voir, alors peut-être pas de manière évidente sur les photos, mais il y a un lien clair à sa culture africaine, à la culture de la Côte d'Ivoire, avec toute une symbolique à Caen, avec des matériaux comme le raffia, comme les cheveux. Donc, il y a beaucoup de matières organiques liées à sa culture africaine. En étant très éloignée du continent, parce que ça faisait effectivement des années, et donc elle a une sorte de réseau qui lui amène, qui lui source des matériaux et qui lui font venir ça à Paris. Donc c'est un système et une dynamique qui marche très bien. Mais donc voilà, elle est revenue en Côte d'Ivoire pour travailler une exposition qui va avoir lieu à Abidjan. Et donc, elle renoue avec cette histoire-là qu'elle avait un peu mis de côté ces derniers temps. Et voilà, c'est aussi le rôle de la galerie de pouvoir faire ce pont et de pouvoir voilà, être un peu liant dans ces histoires-là. Ouais. C'est magnifique. Donc, concrètement, ça veut dire que vous essayez d'être prospective, c'est ça? C'est ce que j'ai compris. Ouais, tout à fait. D'essayer d'identifier des jeunes talents, puisque Marie-Claire Messouma est assez jeune, hein, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et qu'ils appartiennent à la diaspora ou voilà, au continent. Ouais. Voilà. Ouais, nous, on n'a pas le désir de défendre des artistes voilà, installés sur le continent ou de la diaspora. C'est vraiment... ça, c'est pas des choix définis. Non. Ouais. Très bien. Est-ce que vous pourriez dire, par exemple, comment est-ce que ce travail de femme est reçu par votre public, votre audience? Est-ce que vous pensez que les choses sont en train de changer? Est-ce qu'il y a un regard différent ou c'est trop tôt pour le dire? Non, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une différence. Enfin, si je regarde mes collectionneurs, alors qu'ils viennent de plein d'endroits différents, c'est pas un critère. Alors, il y a des collections très spécifiques qui vont regarder la production féminine, etc. Mais moi, j'ai l'impression que ça définit pas les choses non plus. Hein. C'est le travail qui finalement, si le travail est bon, il y aura un regard positif sur. Oui. Et s'il est bien présenté, ça va beaucoup aider. S'il est bien présenté, justement, comme vous le faites, en donnant un espace quand même assez beau. Enfin, on voit bien qu'il y a un souci de présentation aiguë. Donc, ça aide déjà beaucoup, n'est-ce pas? Ça va valoriser le travail et ça va donner envie
à des très jeunes artistes aussi de Oui, prendre bien leur sûr. place. Ouais, bien sûr. Et puis on espère en montrant des femmes que le public, et pour en revenir à la situation que nous on vit en Côte d'Ivoire, où les femmes ne se sentent pas concernées par ce monde-là, culturellement aussi, effectivement, les familles ne sont pas hyper encourageantes auprès des jeunes filles d'aller faire histoire de l'art ou les beaux-arts. Et ça, nous, il y avait une question aussi sur comment on construit notre public. Nous, c'est une vraie volonté de la galerie de diversifier nos publics. Donc, on a notre public de collectionneurs, évidemment, qui est précieux, qui fait fonctionner la galerie, etc. Mais on a ce rôle aussi en Côte d'Ivoire, puisqu'on est quelques acteurs en Côte d'Ivoire. On n'est pas des centaines d'acteurs comme il peut avoir à Paris, où on fait ce travail qui n'est pas forcément le travail d'une galerie, mais plutôt d'une fondation ou d'un musée dans des pays très développés au niveau de l'art. C'est d'accueillir ces jeunes publics et de sensibiliser ces jeunes publics à l'art en général et au fait que c'est un métier et au fait que c'est aussi un métier pour les femmes. C'est évidemment, nous, voilà, une pensée, un propos qu'on véhicule énormément et qu'on espère voilà, sera attrapé par une jeune génération. Et on fait venir énormément de jeunes à la galerie, on fait des médiations, on écrit aux écoles, on démarche en fait carrément pour pouvoir accueillir un jeune public et leur présenter le travail, voilà, le travail alors d'artistes en général, hein, évidemment, mais aussi de raconter que c'est un métier et que c'est aussi ouais, un métier pour les femmes. Mais c'est magnifique, c'est superbe. Très bien. Donc, merci beaucoup, en tout cas, Cécile, pour cet éclairage, moi, je trouve passionnant. Et justement, on va essayer de continuer à comprendre comment on développe aussi une audience, comment est-ce que certaines structures, comme le Centre Soleil d'Afrique, hein, géré par Amagoro, permettent aussi la construction d'autres publics, hein, et la valorisation de l'art. Donc, Monsieur Amagoro, il est un des principaux initiateurs du Centre Soleil d'Afrique à Bamako, donc au Mali, qui a pour mission la promotion, la valorisation des arts visuels contemporains et pour œuvrer à l'amélioration des conditions de vie, de travail et des jeunes artistes au Mali. Donc, afin de mieux assurer son rôle d'opérateur culturel, il a bénéficié de plusieurs formations dans le domaine du management, la gestion de projet, qu'il a amené à faire un master en action artistique et culturelle au Conservatoire des arts et métiers multimédia au CAM au Mali. Donc, M. Goro est l'un des membres fondateurs du réseau KIA, le réseau des acteurs culturels maliens, pour la promotion et le développement de l'art, de la culture au Mali. Et il est aussi membre d'Arterial Network et de IC, Independent Curator International. Amagoro, bonjour. Merci, je ne vous vois pas, mais voilà. Ok, ça y est, vous êtes là, super. Oui, je suis là. Donc, merci voilà, d'intervenir aussi pour nous faire part de votre parcours professionnel, voilà, en dehors de ce que je viens de lire là. Voilà, comment est-ce que au regard de ce webinaire consacré aux femmes et à leur visibilité, comment est-ce que vous construisez votre parcours et comment est-ce que vous construisez votre public et comment ça se passe concrètement? Voilà, à vous la parole. Ok, bonjour à tous et merci beaucoup. En fait, comme vous avez déjà présenté, je suis Amagoro, directeur du Centre Soleil d'Afrique, mais je suis un artiste peintre de formation. Mais bon, depuis 1999, je dirige le Centre Soleil d'Afrique, un centre qui fait la promotion des arts visuels et surtout la promotion des jeunes artistes. À partir des ateliers, des rencontres de tout genre, on crée des opportunités pour ces jeunes artistes, l'occasion qu'ils puissent rencontrer d'autres artistes et en même temps, bon, une rencontre entre eux parce que lorsqu'on crée, c'est l'un des premiers centres privés qui a été créé à Bamako dans le domaine des arts visuels. Donc, les jeunes, c'était pour eux d'abord un point de rencontre
et en même temps pour les étrangers qui viennent à Indie pour venir rencontrer les jeunes artistes sur place. Donc, concernant les femmes, vous savez que dans notre métier, il y a très peu de femmes. Donc, très vite, on a essayé d'organiser des activités pour promouvoir, pour encourager les femmes à pratiquer le métier des arts visuels. On a commencé par des formations des jeunes photographes maliens à la photographie numérique argentique, contemporaine, tout ça, jusqu'à maintenant, un moment créé aussi un prix qu'on appelle prix Soleil d'Afrique à la Pinel de Dakar. Bon, en fait, dans toutes nos activités, tout ce qu'on fait, on essaie de favoriser la participation des femmes. Par exemple, si tout le temps, s'il y a quand même une vingtaine de participants, on essaie de trouver par tous les moyens d'avoir au moins 40% de femmes, sinon 50%, 50-50. Ou bien souvent plus. Ou bien souvent, on fait même des activités directement à l'intention des femmes artistes. C'est d'où on a créé un moment, un atelier qui est en série, une série d'ateliers avec Caravane aussi, qu'on appelle De quoi rêvent les femmes africaines. Et pour nous, c'était une manière d'encourager, de révolutionner, parce que de révolutionner l'art au Mali, en même temps d'encourager ces jeunes femmes qui sont en train de faire, qui sont des artistes peintres ou sculpteurs ou designers, ensemble, de travailler ensemble et de pouvoir montrer leurs travaux de façon, d'une façon, pas comme les autres, mais spéciale. Parce qu'au Mali, c'était quand même une des premières fois qu'on fasse ce genre de choses. C'était des œuvres comme ça, des plaquettes qu'on avait créées, la photo que vous voyez. Et on a fait une caravane de Bamako, Sigasso, Ségou. On faisait des activités dans la rue. Et les femmes, on a sélectionné 19 femmes artistes qui venaient du Mali et d'ailleurs, donc qui ont travaillé durant 2 semaines. Après ces 2 semaines, tout ce qu'elles ont eu à faire, on a exposé ça dans la rue à travers les villes de Bamako, Sigasso et Ségou. C'était vraiment une façon pour nous d'encourager les autres femmes aussi en les voyant faire ces activités. En fait, de quelles activités s'agissait-il? Parce qu'on voit là des profils, n'est-ce pas? Ce sont des profils en bois qu'elle déplaçait dans la ville. C'est une performance, c'est une performance, mais qui conduit bon, ce sont des œuvres, c'est-à-dire une silhouette. Chaque artiste a sculpté une silhouette à son image. Que chacun prend la silhouette et puis on les plante. Elles défilent avec ça dans la rue. Mais en même temps, bon, je n'ai pas mis cette photo, mais il y a une grande place sur laquelle il y a des expositions parce qu'elles ont réussi à travailler durant 2 semaines. Donc, elles ont fait d'autres créations en plus de cela qu'on a montré. Et là, c'est pour un peu conduire à faire secouer la ville pour dire qu'il y a quelque chose, un événement spécial. Et comme ça, sous forme de défilé, elles vont jusqu'au lieu de l'exposition. D'accord. Et une manière aussi d'appeler le public. Bien sûr. Bon, la photo en bas, ça c'est un peu le groupe, elles étaient 19. Bon, bien sûr, il y avait Wadi, qui est un homme qui a un peu coordonné l'atelier. Bon, sinon, tous les restes, ce sont des femmes. Et on a appelé ça, l'ensemble de cette activité, de quoi rêvent les femmes. C'est la première image que vous avez montrée, c'est un peu ça, de quoi rêvent les femmes. Et elles ont réussi à faire des œuvres d'art, des peintures, des installations, des photographies, tout ça, tous ensemble.
c'était vraiment très intéressant. Bon, c'était une manière pour nous vraiment d'encourager la femme à pratiquer le métier de l'art. Bon, après, maintenant, on a, depuis quelques années, depuis 2010, on a créé un prix à l'intention de la meilleure créatrice africaine à la Biennale de Dakar, dont j'ai mis une des photos. Ça, c'est Alex Nerveda, qui est de l'île Maurice. Elle est la première lauréate de ce prix. Donc, ça a été sélectionné, pas par nous directement, mais par le jury de la Biennale qui sélectionne les différents lauréats. Mais le prix, c'était pour nous une façon d'encourager toujours la femme à pratiquer le métier de l'art. C'est-à-dire, il fallait être femme et résident en Afrique, résident et travaillant en Afrique. Donc, c'est pour dire que vous savez tous que vraiment, toutes les femmes rester en Afrique et faire de l'art, ce n'est pas du tout facile. Non. Donc, ceux qui font, il faut les encourager, les motiver. Et donc, le but, c'était d'abord donner ce prix, le prix qui a une valeur d'environ 3 500 €. C'était de donner une partie en monétaire et l'autre partie, inviter l'artiste et travailler avec un groupe de jeunes femmes, de jeunes filles qu'on invite, de jeunes artistes, surtout les femmes qu'on invite pour qu'elles travaillent avec eux durant 2 semaines à 1 mois. D'accord. Voilà. Et vous faites ça pour chaque biennale, à l'occasion de chaque biennale de Dakar? Oui, à l'occasion de chaque biennale de Dakar. Donc, cette année, vous êtes en train de vous préparer, là? Bon, on est en train de se préparer, mais malheureusement, c'est la dernière biennale, on n'a pas pu, par problème de coordination, tout ça, on n'a pas pu, à la dernière minute, donner le prix. Donc, ce qui fait que bon, la biennale, après encore, ça a été reporté. Donc, cette année, la nouvelle directrice, c'est tout récemment qu'on a échangé à propos de ce prix. Bon, on va réfléchir sur une autre forme de prix, mais quand même, nous serons à la biennale, mais pour faire peut-être participer au colloque ou quelque chose comme ça, mais on va réfléchir sur une nouvelle donne. Mais sinon, cette année, il n'y aura pas de prix. On va avoir une nouvelle façon d'innover cela. Très bien. Okay. Bon, grosso modo, ce que je disais, nous, pour nous, c'est vraiment important que les femmes aussi s'intéressent beaucoup au métier des arts visuels. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de formations aussi. Ça, c'était un certificat, comme vous voyez, à la fin d'une formation dans le domaine de la photographie contemporaine. Il y avait on a invité à peu près une vingtaine d'artistes, mais 50% étaient femmes et 50% étaient hommes. Donc, ça, ce sont un des certificats de ces genres de formation qu'on fait. On le fait beaucoup. Mm-hmm. Donc, parce qu'on se dit que, vous savez, chez nous, beaucoup de femmes photographes ont passé par le CFP, mais le CFP est presque le seul centre qui forme un peu les femmes dans le domaine de la photographie. Mm-hmm. Donc, elles ont, les femmes et les hommes aussi, mais ces jeunes ont juste des bases, des connaissances de base. Donc, elles ont besoin d'avoir d'autres formations à des niveaux plus formation pratique avec d'autres artistes plus expérimentés pour vraiment mieux connaître et puis innover leur créativité. Donc, c'est pourquoi on organise beaucoup de formations dans ce genre. Et aujourd'hui, on peut dire que ça commence à se faire parce que il y a quand même beaucoup de ces femmes artistes qui ont passé chez nous, qui se sont mis en association, qui commencent à travailler.
Et voilà, donc à faire des projets eux-mêmes maintenant. Et d'autres jeunes aussi, il y a plusieurs jeunes centres qui sont en train de se créer, qui ont commencé, qui ont bénéficié beaucoup de nos expériences pour créer leurs espaces urbains. Donc, on peut dire qu'il y a un début de commencement dans ce domaine. C'est magnifique. Est-ce que, bien évidemment, vous m'avez dit. J'imagine que c'est très lié aussi à la situation de la Biennale de Bamako. Enfin, j'imagine que la photographie… Ah, je ne sors pas là maintenant. Allô? Oui. Mais Oui, vous faites des courses avec sa voiture, c'est pas avec la mienne. Simone, il faut que vous éteigniez votre micro. Ah, pardon, excusez-moi. Votre conversation. D'accord. Donc, voilà. Donc, je disais, oui, la Biennale de Bamako a dû avoir un effet aspirant aussi, puisque c'est quand même une attractivité importante pour le Mali. Oui, effectivement, la Biennale de Bamako, ça a beaucoup aidé aussi la photographie au Mali, la pratique de la photographie au Mali par surtout les jeunes. Parce que à chaque fois, il y a les Biennales, les jeunes se forment en groupe, même s'ils ne sont pas directement invités par la Biennale, ils arrivent à faire des petits projets à côté et plusieurs petites activités se créent à ce moment. Et c'est l'occasion de s'y mettre, de s'intéresser, de se faire découvrir. Bien sûr. Donc, on peut dire que la Biennale a beaucoup contribué, surtout dans le domaine de la photographie. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a aussi des femmes peintres, il y a dans d'autres disciplines aussi, elles commencent à s'y mettre. Mais vous savez qu'en Afrique, c'est toujours compliqué. Souvent, il y a de ces femmes, même si elles commencent très bien, après le mariage, il y a toujours des problèmes pour continuer à faire convenablement leur création. Donc, bon, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau. On est en train de réfléchir, de travailler toujours aussi dans ce sens. Bon, on a créé, souvent on fait des genres de compétition et pour primer les meilleurs, et tout ça pour encourager les femmes. Et pour que, comme ça, même dans les foyers, par exemple, celle-là, c'est une femme au foyer, dont elle voulait participer, par exemple, à cette compétition-là. Son mari pose beaucoup de problèmes, mais en fin de compte, lorsqu'elle a participé et elle a eu un des prix, le mari même était là, il était content. Bon, on estime qu'il va le laisser désormais à continuer à faire son travail. Donc, pour nous, c'est une façon aussi d'encourager et d'aider ces femmes à continuer le métier des arts visuels, même après, même pendant le mariage, même après, ou bien même dans le mariage, étant dans le mariage. Très bien. Donc, si je comprends bien, en fait, Centre Soliel d'Afrique participe à la professionnalisation des pratiques artistiques et à la valorisation de certaines pratiques, en particulier de la photographie, qui, on l'espère, gagnent en notoriété et en légitimité pour les femmes en particulier. Hein, c'est ce que je comprends. D'accord. Donc, ce qui est assez exceptionnel par rapport à ce qu'on vient d'entendre en Côte d'Ivoire, c'est que vous dites pratiquement 40%, voire 50% des femmes participent à vos activités. C'est très encourageant, ça. C'est quand même très, très bien. Comment vous arrivez à… Ce sont des formations qui sont payantes ou comment vous arrivez à… En tant qu'institution, à vous en sortir, comment vous faites? Bon, c'est souvent assez compliqué, mais bon, en fait, les formations qu'on donne, on les donne généralement gratuitement. Et pour cela, on a besoin de chercher des financements. D'accord.
on fait des projets au sein de financement. En plus de cela, nous Soleil d'Afrique est membre d'une plateforme qu'on appelle Art Collaboratory, qui regroupe 25 structures dans le monde, en Europe, en Asie, et puis en Amérique latine, en Afrique, tout ça, en tout 25, on est 25, et ça s'appelle Art Collaboratory. Et là, par ce canal, ça nous facilite, on a vraiment une facilité d'inviter un des experts qui vient, par exemple, soit de l'Europe ou soit d'un autre pays africain, soit même de la Colombie souvent, qui viennent donner ces formations gratuitement. Et parce qu'on a au niveau de cette plateforme, on a des petits budgets qui nous permettent d'organiser, bon, pas d'organiser, mais d'inviter un des experts. Toujours quand vous faites une formation, vous avez besoin d'une personne ressource ou d'un spécialiste. Donc, on passe l'information à tous les 25 structures. Chacun regarde dans sa structure ou dans son écosystème s'ils ont ces genres de compétences. Donc, la personne a la facilité de pouvoir venir sans qu'on fasse beaucoup d'efforts. Voilà. Au niveau de notre centre aussi, on a un espace d'hébergement, ce qui facilite aussi un peu les choses, parce qu'on a un espace d'hébergement qui n'est pas quand même comme des hôtels, mais bon, il y a un minimum de commodité avec on est dans un pays chaud, c'est climatisé, ventilé, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui se pèsent dedans. Bon, ça nous permet de ne pas payer l'hôtel. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK. D'accord. On arrive à continuer à faire nos activités. Mais avec maintenant COVID-19 et tous les problèmes qui nous entourent, ce n'est pas du tout facile à avoir le budget. Bon, au niveau de notre plateforme, on a toujours des petits soutiens de la Fondation Doum. Sinon, tout le reste, ce n'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais on tient le cap. Voilà. C'est bien. OK, super. Bon, bah, c'est très encourageant de savoir en tout cas que vous vous donnez les moyens de professionnaliser les pratiques artistiques, en particulier de la photographie dans un endroit comme Bamako, c'est pas rien. Donc, il faudra faire venir Monsieur Bonaventure pour le prochain commissaire de la Biennale de Bamako pour qu'il vienne vous voir. Hein? Oui. Voilà, très bien. OK. Donc, vous restez avec nous pour la discussion, j'espère, entre nous encore après. Hein? Et puis, je crois qu'on va donner la parole maintenant à Jonelle. Voilà. Les autres qui ont passé, ils ont parlé de la Côte d'Ivoire, ce qui se passe. Pardon, je n'ai pas entendu. OK, merci. Okay. Je disais que j'ai passionnément écouté mes précédents. Et puis, voilà, bon, surtout en Côte d'Ivoire, les galeries, comment ça fonctionne, comment ils se battent là-bas. Bon, je suis très passionné. Très bien sûr, bien sûr. On a tout à apprendre des uns des autres. Ouais. OK, très bien. Merci en tout cas. Merci à vous. Et donc, on donne maintenant la parole à Jonelle, que je vais présenter en quelques mots. Donc, Jonelle est un orateur, un acteur, slammer, poète nigérien. Depuis 2002, il propose des prestations poétiques et des ateliers d'écriture au Mali, Côte d'Ivoire, France, Togo, New York, Canada, Burkina, mais aussi au Niger. En 2019, il fonde Goni, un collectif d'artistes et acteurs culturels, slameurs, écrivains, rappeurs, metteurs en scène, médiateurs, tous passionnés des questions d'éducation artistique et culturelle, socio-éducative, notamment l'éducation populaire,
la sensibilisation et l'inclusion sociale à travers l'art et la culture. Ils ont commencé avec Goni à intervenir dans des villes, dans les villages du Niger pour informer, sensibiliser sur les questions qui minent la société. L'objectif de Goni a pour ambition de réduire les écarts entre les différents groupes et acteurs sociaux, faciliter l'accès à l'art, à la culture, valoriser la participation de tous à la construction des liens sociaux. Voilà, donc Jonelle nous a préparé quelques images, mais bien évidemment, je serais très contente, Jonelle, si tu pouvais nous parler un petit peu plus voilà, de ton parcours. Ouais, voilà. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Merci. Alors, déjà, merci beaucoup pour la présentation. Alors, déjà, merci de mettre la vidéo si c'est possible. Est-ce qu'on peut, voilà, si tu peux mettre ta vidéo aussi, si jamais, si la connexion Internet te le permet, bien évidemment. Internet, on verra plus tard alors. OK. Donc, déjà, avant de créer le collectif Goni, on a commencé d'abord avec ces interventions-là dans plusieurs villages et villes du Niger avec plusieurs artistes pour répondre à certaines questions qui minent énormément la société. Il faut savoir qu'au Niger, 95% de la population est musulmane. Donc, ça fait que il est assez difficile d'aller vers certaines choses. Donc, la première question qui nous a fait créer le festival Fish Goni en 2012, c'était la question du développement, parce que le Niger classé dernier à l'indice du développement. Et ensemble, avec ces artistes-là, on se disait qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un changement. Après, on s'est dit, bon, et si on mettait en place un festival et poser cette question-là pendant le festival. Donc, c'est comme ça qu'on a créé en 2012 la On t'a perdu, Genève. Hello, hello. Allô? Première édition du festival Fish Goni qui est sur la question de la société. Plusieurs artistes. Ça va, ça passe? Non. Vous m'entendez ou pas du tout? Vous me recevez? Il y a eu une coupure pendant, je ne sais pas, 3 secondes là. Donc 3 secondes? Oui. OK. Je suis désolé, mais ici, l'Internet est vraiment un luxe. Hein, c'est le Niger. Je sais. Donc, on s'est dit, OK, il faut mettre un festival en place. Donc, on a mis le festival Fish Goni en place, qui est un festival slam, humour et des colloques scientifiques. Donc, la première édition, on a invité des maîtres conférenciers d'ici et d'ailleurs pour parler sur cette question de la société du développement. Qu'est-ce qu'il faut pour aller vers un développement du grand monde? Est-ce qu'il y a des manières, des habitudes, des coutumes et des traditions avec lesquelles il faut rompre pour aller vers ce développement? Comment on peut aller vers un développement du grand monde tout en gardant certaines habitudes ou manières? Donc, voilà les questions qui nous ont poussés au départ à créer le festival. Après la création du festival, on a continué sur la question du mariage forcé, du mariage précoce et tout ça avec les amis. Donc, on partait dans les villages puisqu'on avait une visibilité à la télé, donc on était connus quand même. Donc, on profitait de cela pour aller sensibiliser les gens dans les villages sur l'éducation, sur la santé de la reproduction,
sur plein de questions. Aujourd'hui est un festival qu'on retrouve dans plusieurs pays. Dans le Mali, il y a le Fish au Mali, il y a Fish Guinée, il y a Fish Mauritanie, donc ainsi de suite. Aujourd'hui, ce festival est un peu partout dans plusieurs pays. Donc, voilà pour ce qui est de ce festival. Il faut savoir aussi que sur ce festival, ce qui est important, c'est qu'on a invité énormément de femmes pour intéresser les femmes ici à prendre la parole. Parce que, comme je l'ai dit, on est à 95% musulmans. C'est assez difficile d'accepter de prendre la parole en public, surtout quand on est une femme. Donc, on a invité énormément de femmes slameuses, dont Nanda Lagaboma du Gabon, dont Harmonie Bilkataria du Bénin, Zakoleli de la Côte d'Ivoire, Robinson Solo du Congo-Brazza, Nira, Joey, Fatou de Bobo Diouf, Marie-Jo du Togo, ainsi de suite. Donc, on a invité énormément de femmes pour inciter les femmes à prendre la parole. Et aujourd'hui, la preuve, c'est qu'il y a plusieurs filles aujourd'hui qui font du slam. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, voilà. Maintenant, Goni, quand on a créé Goni, parce qu'on avait commencé déjà avec nos activités, et il y a Voice Niger, donc qui nous contacte aussi parce que, évidemment, Voice finançait un festival Fish au Mali. Et ils ont su que ce Fish est né au Niger et qu'au Niger, on continue évidemment à faire ce genre d'activités. Donc, ils nous ont contactés pour qu'on présente un projet dans ce sens-là. Donc, c'est comme ça qu'on a créé le projet À toi la parole, qui donc consiste à donner la parole à des personnes en situation d'handicap. Et parce que simplement au Niger, quand on est une personne handicapée, déjà la société, même dans la famille, la première des choses, c'est on t'amène dans la rue pour aller mendier. C'est la première des choses. Une personne handicapée, on ne l'amène pas à l'école, rarement. Donc, c'est assez compliqué. Donc, on a voulu travailler avec ces personnes-là et les donner la parole, slam, dans plusieurs langues, leur vie, ce qu'ils attendent de nous, leurs inquiétudes aussi, et comment ils voient eux-mêmes leur inclusion dans la société. Donc, dans ce projet de 150 personnes, on a eu 80 femmes, ce qui était énorme pour nous parce que honnêtement, on ne s'attendait pas déjà. Mais en même temps, on a compris aussi que c'est parce que dans la conception des gens ici, le slam ne fait pas partie de la musique, c'est pas de la musique. Parce qu'il y a beaucoup de paroles. Donc, du coup, on pouvait accepter facilement de faire le slam et dire ce qu'on ressent sans que la société nous regarde comme le mécréant ou la personne qui ira tout de suite après en enfer. Donc, voilà. Et la preuve, on a retrouvé des femmes de 50 ans, de 60 ans, de 18 ans et assez impressionnant. Et on a réalisé des restitutions avec ces femmes-là dans leur propre quartier et aussi réalisé des petites vidéos que j'ai envoyées là voilà, il y en a une avec ces femmes. Qu'on peut regarder justement maintenant peut-être. Voilà, merci Sonia d'avancer la prochaine image avec la vidéo. C'est intéressant en tout cas. Voilà. Ah, il n'y a pas de son? Si, ça y est, ça y est. Babor lebu, milakkalo mal lebu. Dinnin bon berandi, boraygin berandi. Lebu amanti mursai. Babor lebu nihima nimukoy. Babor lebu nilakkalo mal lebu. Dinnin bon berandi, boraygin berandi. Lebu amanti mursai.
bor man hima ni min bontan gamila ni ndunya ba funa sara din nin bon berandi boray gin berandi ba bor lebu ni ga nafa ni ga boray nafa boray ga furo ni nafara ba bor lebu ni hima ni magwai ni bonse mu keki ni bonse mu kai ni bonse maskan basalle ba bor lebu min bondi ni sin bontan mu mor zibi zan ba bor lebu bor lakalo man lebu din nin bon berandi boray gin berandi. Voilà, je crois que cette petite vidéo montre bien l'esprit dans lequel vous construisez aussi vos collaborations dans le cadre des festivals. Et, Exact. Voilà, et comment la place de la parole orale, donc, disons, appartient à une filiation, aussi à une histoire qui est propre aussi à la vôtre. Et comment, dans cette tradition orale, il y a des transmissions qui se font d'elles-mêmes. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir cette petite vidéo. Donc, voilà. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur la maison de la parole et qu'on est en train de mettre en place actuellement pour évidemment avoir toutes ces personnes dans ces lieux-là où on peut facilement prendre la parole, mais surtout débattre sur des questions qui minent vraiment la société, puisque il n'y a pas vraiment des lieux comme ça où on se retrouve pour parler et prendre la parole. À part après, il y a des programmations, c'est ce qu'on fait dans le cadre du festival, mais il faut le prévoir en amont et on veut rompre avec ces habitudes. On veut avoir un lieu où tous les jours où on prend la parole, on invite des maîtres conférenciers, on invite des artistes, on se retrouve et on parle pour ne pas attendre au fait un an ou un projet pour avancer vraiment dans nos activités. On veut être beaucoup plus indépendant et pour donner vie à cette parole-là. Et en ce moment, on a le lieu, on a commencé déjà, on a fait une place, un espace jardin, un espace pisciculture aussi, parce que ça doit être une place aussi de résidence pour des artistes qui peuvent venir aussi en résidence et partager aussi leur expérience avec des artistes d'ici. Magnifique. Et elle est où, cette maison de la parole? Elle est à 15 km de Niamey. D'accord. Ok. Fantastique. Donc, très bien. Donc, c'est un projet que vous construisez donc avec les acteurs de Goni, alors, ou avec d'autres personnes? Les acteurs de Goni, oui. D'accord. Ok. Fantastique. Ça a l'air ça sera un lieu inspirant et un lieu de débat. Ouais. En dehors de la grande ville, en fait, en dehors de Niamey. Oui, en dehors de Niamey, exactement. Et pourquoi? Parce que c'est plus facile ou? Alors, déjà parce que j'aime la parole, je ne dirais pas que la parole est née dans ce village, mais c'est parce que c'est là que les griots généalogistes apprenaient à parler. C'est-à-dire que c'est là qu'il y avait le doudal, ce qu'on appelle le doudal, c'est une école d'apprentissage pour les griots généalogistes. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de griots généalogistes, malheureusement, au Niger. Donc, le dernier doudal a eu lieu dans ce village. Donc, c'est là où on apprenait vraiment la parole, la mémoire d'une communauté, d'une famille, et ainsi de suite. C'est là qu'on apprenait tout cela, dans ce village qu'on appelle Liboré, qui est à 15 km donc, de Niamey. Donc, pour moi, c'est aussi dans cet esprit-là. Waouh, ça, c'est une magnifique histoire à porter, alors.
Ouais, ouais. Ça, c'est chouette. Ça, c'est très, très beau. Donc. Et là, il y aura toujours la place pour les femmes. Toujours, toujours. Pour moi, c'est très important parce que il faut savoir que c'est vrai qu'il y a eu d'autres influences, mais pour moi, quand j'ai commencé déjà à dire mes premiers textes, c'est même aujourd'hui encore, hein, quand vous écoutez mes textes, je parle énormément de la femme dans mes textes et beaucoup de la place de la femme dans mes textes parce que moi, j'ai grandi dans une famille où mon grand-père, il avait 7 femmes et mon père, il avait 3 femmes. Commune était ma frustration dans cette cour me poussait vraiment à écrire et sortir dehors et dire tout ce que je vivais à l'intérieur. Donc, pour moi, cela n'a pas changé. Je pense que ça se lit aujourd'hui encore dans mes écrits et dans mes textes aussi. Je parle énormément de la femme parce que pour moi, c'est important. Et Doro, comment il s'appelle, qui est passé tout à l'heure? Amagoro. Amagoro parlait donc évidemment de où tu te maries, alors c'est fini. Dans l'art, tout s'arrête pour une femme. Mais sauf que ça n'a pas de sens. Les hommes, ils n'arrêtent pas. Pourquoi ça serait toujours la femme qui doit arrêter? Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qu'on vit au quotidien et qui fait qu'on on se sent obligé d'être engagé au fait parce que sinon, ça, nous autres au Niger aujourd'hui, c'est qu'on a une parole, on nous écoute et donc on peut se permettre aussi d'organiser des événements, des rencontres, des débats pour évidemment poser ces questions-là. Et donc, oui, bien sûr, la place de la femme restera toujours dans notre combat. Merci. Wow. En tout cas, voilà, c'est très inspirant. Merci, Jonelle, en tout cas, de ce témoignage et puis de nous faire part de vos projets et de votre histoire, aussi celle du griot et cette très, très grande tradition qui traverse le continent entier. Donc, moi, je voulais peut-être, je ne sais pas comment Sonia compte organiser la suite de la discussion, mais peut-être déjà entre les intervenants, il y a aussi des questions entre vous, il y a peut-être aussi des questions dans le chat. Voilà, Sonia, oui, donc vous êtes... merci beaucoup pour ces passionnantes présentations. Donc en effet, le public est invité à laisser ses questions et commentaires dans la partie chat, dans la partie conversation de Zoom et je me ferai un plaisir de partager, de les partager avec nos intervenants. Du coup, si voilà, toi Cécile, tu as des questions pour lancer les échanges, les discussions entre nos intervenants, moi j'avoue que j'en ai une. Si je peux me permettre, à l'attention de Simone Guirandou, du coup, que je vais inviter à réactiver son micro. Si elle peut le faire. Si vous pouvez réactiver votre micro, Simone. Voilà. Ça va? Voilà. Parfait, très bien. C'est bon? On vous entend de nouveau. Très bien. Moi j'avais une question, puisque vous avez donc commencé en 85, c'était de savoir, du coup, si vous étiez la seule galeriste femme à ce moment-là,
et quel accueil il vous a été fait. Est-ce que vous avez senti un accueil particulier en tant que femme? Est-ce que vous avez eu des encouragements particuliers ou au contraire, est-ce que voilà, on vous a plutôt prédit voilà, pas beaucoup de succès parce que vous étiez une femme? Donc j'étais plutôt curieuse parce que voilà, les 85 c'est assez, enfin c'est très tôt, donc voilà, c'était pour savoir un peu quel était le paysage culturel à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait d'autres galeries et est-ce qu'il y avait d'autres femmes et est-ce que finalement, est-ce qu'il était facile en 85 d'ouvrir une galerie en tant que femme? Merci. Évidemment, c'est très difficile hein, pour une femme d'ouvrir une galerie d'abord. C'est nouveau, le fait d'avoir une galerie. Et en plus, tenue par une femme, c'est encore plus, plus nouveau. Mais quand je suis arrivée, là, en 85, il y avait déjà des galeries. Il y avait déjà des galeries. Je ne me souviens pas, mais je crois qu'il y avait déjà des galeries. Et il n'y a pas eu d'accueil particulier. Hein. Vous savez, dès qu'il y a une galerie qui s'ouvre, bon, en tout cas, personnellement, je suis contente qu'il y ait une galerie supplémentaire tenue par une femme, parce que c'est toujours valorisant pour une femme de se lancer dans cette activité-là. Donc, non, j'ai eu des encouragements. D'abord de mon époux qui m'a beaucoup aidé, et ensuite des amis qui étaient autour de nous. Et comme ça, j'ai pu vraiment tenir pendant 25 ans quand j'ai créé Art Pluriel. Donc, pendant 25 ans, j'ai exposé à Art Pluriel et j'ai consigné toutes mes expositions dans un petit recueil que j'ai appelé Les 5 continents, c'est-à-dire que j'ai eu à exposer des artistes de tous les continents. Donc, et ça a été grâce quand même à mon époux, comme je le disais, qui m'a beaucoup aidé dans cette aventure-là, parce que ce n'était pas évident, de toute façon. Mais de réaction aussi, je n'en ai pas eu. Je n'en ai pas vu non plus. C'était plutôt des encouragements. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question ou Oui, bien sûr. Vous avez besoin de plus de détails? Non, c'était voilà, curiosité. Bon. C'est vrai que que ce soit vous, Cécile Fakouri, Ama ou Genel, en effet, le constat en fait que vous faites de la difficulté, en tout cas pour les femmes, de s'affirmer et d'affirmer voilà, une pratique, en tout cas de s'affirmer comme artiste, fait un écho voilà, assez puissant à la première édition du webinaire, donc, avec les artistes comme voilà, Fatoumata Diabaté qui disait la difficulté qu'elle avait eue, non pas elle, de son mari, mais en tout cas de son père, hein, déjà voilà, que son père accepte qu'elle puisse développer des études et en tout cas s'affirmer comme artiste. Donc voilà, c'était pour savoir finalement voilà, si vous aviez aussi rencontré des difficultés, mais en fait non, vous avez eu du coup le soutien de votre époux et voilà, c'est une chance. Parce que finalement, il y a beaucoup en fait de galeristes, que ce soit en femmes, que ce soit en Afrique ou en Occident. Comment vous l'observez en fait, ce phénomène-là aussi, enfin, que ce soit d'ailleurs Cécile aussi, voilà, vous pouvez répondre, mais est-ce que finalement il serait plus accepté ou acceptable finalement pour une femme d'être galeriste que d'être artiste? Alors c'était, voilà, est-ce que finalement artiste qui est une profession de premier plan, est-ce que finalement c'est voilà, et galeriste plutôt de second plan, est-ce que voilà, il serait plus naturel pour les femmes d'accompagner les artistes
que d'être artiste elle-même et d'être au premier plan et d'être au centre des attentions. Personnellement, je pense qu'il est plus difficile d'être créateur, d'être artiste, pour la femme en tout cas en Afrique. C'est très difficile. Parce qu'au départ, quand je vous le disais, on pensait, ou on continue de penser que c'est un métier d'homme. Et donc, voir une femme, vous savez, emprunter ce chemin-là, ça paraît tout de suite un peu extravagant, vous voyez, un peu anormal. Mais les choses changent, les choses bougent, et les femmes de plus en plus sont maintenant artistes peintres, photographes, etc. Les choses évoluent dans le bon sens, en tout cas, en ce qui concerne les femmes. Et c'est rassurant. C'est rassurant. Pardon? Peut-être que justement, Cécile Fakouri, vous pouvez compléter cette, d'accord. Oui, cette vision. Oui, alors pour répondre à la question, est-ce que moi j'ai été encouragée ou découragée à l'ouverture de la galerie en tant que femme? Je pense que mon genre n'a pas influé dans un sens ou dans l'autre. J'ai eu des encouragements, j'ai eu des découragements. Beaucoup de gens n'ont pas compris mon choix de m'installer en Côte d'Ivoire à ce moment-là en particulier, puisque encore une fois, c'était un contexte pas évident en 2012. Donc, c'était plutôt au niveau du projet en lui-même. Mais après, le fait d'être une femme, je ne crois pas, n'a représenté en aucun cas un fardeau supplémentaire. Je ne crois pas. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup… Alors, nous, on a cette scène artistique qui est effectivement plutôt portée par des femmes à Abidjan. Pourquoi, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un hasard. Il y a beaucoup de galeristes femmes dans le monde, mais il y a énormément d'hommes galeristes aussi, beaucoup. Mais après, c'est sûr, je suis assez d'accord avec Mme Guirandou que le statut de femme, enfin d'artiste femme, évidemment, et en Afrique reste un des métiers les plus oui, pas évident, c'est sûr. Donc c'est au niveau des mentalités en fait que ça se joue. Donc c'est ce qu'essayent de faire Amagoro et Jonelle à travers leurs actions Tout à fait, tout à fait. C'est une histoire de sensibiliser les populations, les jeunes. On a cette conviction que cette jeune génération doit être inclue dans toute cette réflexion-là, puisque c'est eux qui vont finalement changer et faire évoluer dans le bon sens, comme le dit Mme Guirandou, toute cette vision-là. Je ne connaissais pas bien ces actions de Hama et Jonelle qui sont absolument formidables. Nous, à notre petite échelle, en tant que galerie, on essaye vraiment d'accueillir un public très large. C'est vrai que nous, en tant que galerie d'art contemporain, on peut avoir cette vision un peu peut-être d'élitisme, de commercial qui pourrait ne pas toucher beaucoup de gens sur le continent africain, mais on essaye vraiment de prêcher cette bonne parole, comme quoi on est un lieu public, ouvert, ce n'est pas payant, tout le monde est le bienvenu, et vraiment de nous démarcher cette jeune génération, d'aller les chercher dans les écoles, dans les universités, et de les accueillir et d'être ce lien et expliquer que ces métiers, parce qu'il y en a plusieurs, il y a le métier d'artiste évidemment, mais nous, ce qu'on observe aussi, c'est qu'on manque de beaucoup de maillons à notre chaîne, à notre écosystème pour qu'il soit vertueux. Il manque de critiques, il manque d'écrivains, il manque de journalistes spécialisés. Et c'est aussi des choses qu'on essaye de véhiculer à travers la galerie, que tout ça, ce sont des métiers et que ce sont évidemment des métiers qui peuvent être choisis par des femmes. Donc, il n'y a évidemment pas que le statut d'artiste qui est aussi à ouvrir à cette jeune génération de femmes. Vous nous faites la parfaite transition pour du coup annoncer que normalement nous aurons un 3e webinaire consacré à la critique d'art et donc au sens très large justement du journalisme
on va dire, une pratique de l'histoire de l'art plus classique. Donc, en effet, qui sont des enjeux extrêmement précieux, parce que ce sont également des enjeux de visibilité et de soutien de diffusion pour les artistes qui sont en effet très, très importants. Et donc, nous espérons voilà, organiser d'ici la fin du mois de mars. Ouais. Cécile Bourne-Farette, je te laisse. Comme il y a deux Cécile, du coup, il faut voilà, préciser les noms de famille. Je te laisse prendre. Donc, je répondis effectivement par rapport à cette question des écosystèmes dans des structures autant privées que publiques ont besoin pour exister. Donc, que ça soit au travers de l'écriture ou de la diffusion et de la communication autour des événements, puisqu'on a bien vu que justement, Jonelle a ce projet de maison de la parole, n'est-ce pas, Jonelle? Et justement, je trouve que ça, c'est très intéressant comme projet parce que pour moi, ça me paraît être un écosystème très intéressant puisqu'il va permettre une diffusion au-delà du festival, au-delà de l'événement. Et je pense que Jonelle, je ne sais pas si tu es toujours là, en tout cas, ça me paraît très intéressant parce que le grand souci des festivals, c'est que ça a lieu une fois par an et puis après, c'est fini et on passe à autre chose. Tandis qu'il y a le quotidien, il y a ce dont justement Amagoro parlait, c'est comment est-ce qu'on forme ces jeunes générations, comment est-ce qu'on légitimise aussi des professions, que ça soit par la délivrance d'un certificat ou en donnant la parole. Donc, je crois que tout ça, c'est vraiment très intéressant et je trouve que ça donne de l'espoir parce que je pense qu'il ne s'agit pas de se substituer à des musées qui peut-être ne vont jamais exister, que peut-être c'est bien aussi qu'il n'en existera jamais sur le modèle occidental, mais il y a d'autres choses à inventer et que ces nouvelles modalités sont encore à prospecter et je trouve que voilà, l'idée de cette maison de la parole me paraît extrêmement intéressante parce qu'elle correspond aussi à un besoin d'existence et de visibilité. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur peut-être des nouveaux modèles à développer, des nouveaux modèles de transmission à développer, que ce soit dans les galeries ou dans les formations. Est-ce que là-dessus, je ne sais pas si c'est Jonelle ou quelqu'un d'autre veut intervenir parce que j'ai l'impression qu'il y a une très grande créativité sur le continent africain de ce côté-là et que voilà, on est là pour essayer d'en parler. Peut-être Ama ou Jonelle, vous voulez réintervenir là-dessus? Ok, alors, Ama, bon, Ama, vas-y. Là ou l'autre? Vas-y, je te laisse la parole. Et je prends la parole après. Ok, merci. Je disais qu'un autre modèle, c'est bon. Nous, par exemple, on est en train de réfléchir par exemple, les formations que nous faisons. Est-ce qu'on peut, bon, on les donne des certificats, c'est juste une façon moralement de les encourager et les bénéficiaires les participants vont approcher ça chez eux. Bon, on a fait telle formation. Mais au-delà de cela, est-ce qu'on est en train de voir, est-ce qu'on peut impliquer, par exemple, le ministère ou de l'éducation ou le ministère pour voir un peu comment on peut légaliser, donner une certaine valeur, pas juste pour la pratique, non, au-delà de la pratique, que les papiers, après, même si la formation peut être plus prolongée, parce que c'est une formation, non, c'est pratique et puis théorique et pratique. C'est qui est un peu différent
la formation littéraire ou de toute cette matière théorique. Donc, si on est en train de voir comment avec le ministère, est-ce qu'on peut même participer à l'élaboration de ces certifications, de ces certificats pour les donner plus de valeur. Exactement. Et il va peut-être plus encourager encore les participants et les donner beaucoup plus de motivation. Bon. C'est ça, légitimation et d'officialiser un certificat et un savoir-faire. Voilà. On est en train de réfléchir à ça. Et parce que nous sommes privés, bon, ce qu'on fait, bon, on le fait. Mais si l'État s'implique un peu, ça va donner plus de valeur. Voilà. Bien sûr. OK. Très bien. Jonelle, peut-être… Jonelle, tu voulais intervenir par rapport à… Oui. Oui. Alors, je suis là. La première des choses pour nous, c'est vrai et n'est pas dépendre forcément des paniers. Avoir quelque chose sur le long terme. C'est le problème. On a l'espace jardin, l'espace, il y a déjà la Seine. Avoir nos propres moyens sur des pratiques d'échanger simplement, comme l'arbre à palabres qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, comme le doubangu qu'on appelait chez nous, qui est le lieu où les femmes se retrouvent pour piler le mil. Et donc, dans ce lieu, il y a énormément d'échanges qui se passent, et comme sur l'arbre à palabres où les hommes se retrouvent. Donc, aujourd'hui, on n'a plus cela. Et il est difficile aujourd'hui, je me souviens, dans une de nos interventions dans un village, sur la question des femmes, une fois qu'une fille tombe enceinte, elle est obligée de quitter son village. Et donc, quand on était dans ce village-là pour échanger avec les gens, on s'est rendu compte qu'en réalité, le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de parole entre le père et ses enfants. Il n'y a absolument pas de communication. Le père, ses inquiétudes, c'est l'image que lui donnera son enfant dans le village. Donc, du coup, la fille, dès qu'elle tombe enceinte, elle prend la fuite parce qu'elle s'est dit, mon père, il ne va pas me supporter. Mais sans jamais échanger avec son père ou sa mère pour savoir qu'est-ce qui peut se passer en réalité. Donc, et le père, de son côté, il a tellement peur de l'image que peut lui donner cet enfant que quand quelque chose arrive, si l'enfant quitte le village, il ne cherche pas son enfant. Et il ne cherche pas son enfant parce que, voilà, simplement, il sait que si l'enfant n'est pas là, alors c'est bien. Il n'a pas cette image-là. Il manque de communication parce que si on échange réellement sur ces questions-là, il y a moyen de trouver une solution. Mais puisqu'on n'échange pas là-dessus, dès qu'il y a un problème, on fuit le problème. On ne cherche pas à résoudre les problèmes, malheureusement. Et donc, pour nous, ce lieu-là va nous permettre de pouvoir inviter toutes les personnes de toutes les couches pour avoir des dialogues, des échanges sur les questions qui minent vraiment la société. Et si on a pris ce village qui est Liboré, qui est juste à 15 km de Niamey, parole. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette parole-là. J'ai fait des recherches, j'ai eu énormément d'enregistrements et tout ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de temps.
ramener, pas sous la forme ancienne, mais à ramener quelque chose de nouveau où on peut se retrouver pour échanger sur les questions sans forcément attendre une année ou attendre les moyens de l'État ou des organisations pour vivre vraiment et échanger sur les questions parce que on connaît, voilà, on a une place quand même assez importante, comme j'ai eu à le souligner, parce que dans l'organisation, on est tous des artistes et on peut appeler des chefs coutumiers, on peut appeler des religieux, on peut appeler tout le monde. Et ça que nous demande concrètement des échanges. Et donc, vraiment, pour nous, c'est ça l'idée. Avoir cet espace et inviter tout le monde pour changer le regard, amener les gens, ne serait-ce que à se poser des questions. Peut-être après, on trouvera des solutions à toutes ces questions-là. Ok, très bien. Super. Voilà. Merci Jonelle, merci beaucoup en tout cas sur cette tonalité positive. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous veulent réagir par rapport à cette question de comment inventer de nouveaux outils aussi pour faire changer les mentalités, trouver plus de visibilité pour les artistes femmes en particulier. Voilà, ça reste encore, beaucoup de choses restent encore à faire, on le voit bien. Il y a cette observation qu'on peut faire sur le continent aussi, puisque Ama parlait de la prise de position de l'État qui n'est pas évidente dans les pays africains par rapport à la culture. Oui. Mais c'est ces initiatives d'artistes qui se multiplient sur le continent en ce moment. Oui. Et c'est symptomatique du contexte et de ce qui se passe sur le continent, que finalement le pouvoir et le désir de faire avancer les choses et de bouger les lignes viennent des artistes aussi. Alors moi j'ai une grande confiance en les artistes en général et ça c'est ce phénomène-là, parce que c'est presque un phénomène, parce que ça se multiplie. C'est de plus en plus, alors pas commun, mais il y a des dizaines d'initiatives d'artistes qui vont créer des lieux de production, de formation, d'offrir de la visibilité. Alors, on en revient un peu à la même histoire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives d'artistes femmes. C'est plutôt, alors moi, les exemples que j'ai en tête, c'est plutôt des initiatives d'artistes hommes. Mais après, c'est dans beaucoup de ces lieux-là, c'est vraiment aussi pour donner de la visibilité à des artistes femmes qui ont moins d'outils peut-être entre les mains dû à cette histoire culturelle peut-être plus lourde voilà, pour elles par rapport aux arts. Mais ça, c'est quelque chose d'assez passionnant à observer en ce moment. Et ça, c'est les vrais nouveaux modèles aussi, où on sort de cette idée privée, publique, de ces formats de musée que Cécile, vous aviez l'air de remettre en question et que tout le monde remet en question d'ailleurs sur le continent, parce que je pense que les jours, enfin, en tout cas, on espère que les projets de musées à venir auront c'est des nouveaux mécanismes, des nouveaux ADN, des nouvelles essences, et que ça sera une histoire assez nouvelle. Et les artistes, en tout cas, c'est le début de quelque chose qui pourrait créer un vrai nouveau système, un nouveau format. Absolument. Absolument. Merci d'avoir répondu à ça. Ouais. Moi, je voudrais insister sur le fait que nous n'avons pas suffisamment de journalistes culturels. Parce que j'estime qu'il faut comment dirais-je encore, cet organe-là pour appuyer et pour accompagner les artistes. Parce qu'ils ont besoin de savoir ce que le public pense de leur œuvre. Ils ont besoin de savoir un peu ce que les collectionneurs même pensent de leur œuvre.
Et je pense que de ce côté-là, nous manquons un peu, c'est le maillon faible, quoi, je vais dire. Parce que dans nos organes officiels, on ne voit pas de critique d'une exposition ou d'un artiste. Parce que ça aussi, ça participe à l'évolution et à la construction d'un Oui, État. des écosystèmes dont on a besoin pour encourager les voilà, artistes. Pour nourrir aussi une pensée, pour nourrir une pensée, pour la développer, pour la critiquer et pour la dépasser. Donc, Oui. bien évidemment, c'est tout à fait nécessaire et ça manque terriblement sur le continent. Ça manque terriblement sur nos continents. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient et du coup, je me demandais, parallèlement à ces ateliers, à ces initiatives de professionnalisation à destination des jeunes dans le champ des arts plastiques, des arts visuels ou de la photo, est-ce que finalement, il ne faudrait pas aussi organiser des ateliers d'écriture, d'initiation à la critique d'art, au commissariat d'exposition? Est-ce que finalement, voilà, ce serait aussi finalement des pratiques qu'il faudrait investir, en tout cas développer des ateliers en fait à destination des jeunes publics pour inciter, en tout cas à dire que c'est aussi que ce sont aussi des métiers et lancer, pourquoi pas, en tout cas, donner des envies et lancer des carrières, pourquoi pas, mais je me demandais voilà, si ce n'était pas aussi quelque chose à penser, à imaginer, en tout cas de manière un peu plus constante sur le continent. C'est ce que fait Raw Material à Dakar. Et, malheureusement, on a essayé de les interpeller pour qu'ils participent à cette table ronde. Bon, ils ne pouvaient pas, mais je pense que lors de la prochaine, il faut essayer de les solliciter parce que je pense qu'ils essayent d'ouvrir justement leur porte à la fois à l'enseignement et la formation autour de l'écriture. Comme en Afrique du Sud, comme aussi en Afrique du Sud, où bon, à Cape Town, l'université forme aussi énormément de critiques et de journalistes d'art. Donc, je pense que ça aussi, c'est encore un autre axe plutôt britannique ou plutôt anglophone à regarder, je pense, pour les prochaines rencontres. Ouais. Il y avait une question de Daniel Perrier pour Jonelle qui du coup se demandait lorsque vous invitez des slammeurs de pays très différents, comment cela fonctionnait au niveau du langage? Est-ce qu'il y avait du coup une langue commune ou y a-t-il des paroles ressemblantes entre les différentes expressions? Jonelle? Est-ce que tu nous entends? Alors, ouais, ça coupe, mais oui. Alors, oui, on a la langue française. Quelle chance. Allô? Oui, on t'entend. Oui, je disais quelle chance, on a la langue française en commun. Donc déjà là, ça va. C'est vrai qu'on on a aussi invité des slammeurs et de la Belgique, mais qui parlent comment on appelle? Flamand. Flamand. Qui est de... Il parlait pas français. Il parlait anglais et...
donc là, on avait la performance. Ça, Sekou, on l'a invité. Lui, c'était beaucoup plus pour sa manière de dire des textes. Et c'était pareil aussi pour l'italien. Là, on était beaucoup plus sur vraiment la manière de dire et pas vraiment tout le reste. On a donc cette langue française-là qu'on a en commun et que beaucoup de gens parlent. Et après, il y a énormément, c'est vrai que j'ai au collège et lycée Mariamont. Et donc, on a avec des filles, pour des filles. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est coupé. Je peux peut-être prendre la parole comme ça. C'est que vous avez présenté cette petite vidéo qui était très dite dans une langue que je ne comprends évidemment pas. C'était souligné en français. Mais est-ce que Exact. quand vous avez ces rencontres, c'est toujours peut-être souligné en français ou parce que j'imagine quand même qu'il y a énormément de dialectes. Je viens de Suisse et les Suisses allemands ne s'entendent pas les uns les autres. Et quand ils essayent de parler enfin, quand les Allemands les écoutent, ils ne comprennent rien. Donc, j'imagine que chez vous, ça doit être très ressemblant parce qu'il y a énormément de dialectes. Donc, si vous avez des slammeurs, ils ne sont certainement pas tous, ils ne s'expriment certainement pas tous en français. Donc, c'était ça qui la façon dont vous communiquez, surtout avec ces femmes musulmanes que vous essayez d'investir et que je trouve très intéressant d'ailleurs. Alors, ouais. Avec ces femmes, c'est Jarman Hausa. C'est vraiment dans les deux langues les plus parlées au Niger. C'est le Jarman et le Hausa. C'est dans ces langues-là qu'on anime aussi les ateliers pour ces femmes. Après, on fait la traduction sur des vidéos ou pendant les performances. On fait des projections aussi pour ceux qui ne parlent pas donc, le Jarman ou le Hausa. Voilà. Mais sur le festival, les artistes qui viennent donc des autres pays, pour la plupart, ils parlent français. Donc, comme j'ai pu le dire, j'avais parlé de Nanda qui est du Gabon, de Harmonie qui est du Bénin, qui est francophone, Zakolili de la Côte d'Ivoire qui est aussi francophone, et Robinson Solo Congo-Brazzaville, Nira du Burkina, Joé de la Belgique, elle parlait bien sûr le français, et Fatou de Bobo Diouf du Burkina et Marie Jo donc de Togo. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si Cécile Bourne-Farrell souhaite ajouter quelque chose, mais il me semble que nous arrivons à la fin de... En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions dans le... Non, moi, je voulais remercier chacun qui a vraiment eu la simplicité de parler de chacun de votre parcours et de quelle place vous réservez aux femmes. Je trouve ça très, très important et très, très, très édifiant pour ce qui est en train de se mettre en place et d'avoir aussi ces messages très positifs de nouvelles façons de réfléchir à comment mettre en valeur aussi, professionnaliser les professions et les diversifier, je crois surtout, et ce dont parlait Cécile, cette question des écosystèmes à valoriser est très très importante pour enrichir les œuvres des artistes et comme disait aussi Simone, d'essayer aussi de construire un discours critique qui malheureusement est beaucoup trop absent sur le continent africain. Donc, tout est à faire et je crois que c'est pour ça que l'AICA internationale a un rôle si important et si légitime aussi dans
oui, dans cette partie du monde. Hein. Merci beaucoup en tout cas à chacun. Bah, merci beaucoup Cécile Bonfarel pour cet échange en effet extrêmement voilà, intéressant, extrêmement passionnant et je le disais qui finalement semble voilà, c'est des webinaires avec des sujets différents mais finalement qui se répondent vraiment les uns les autres. Enfin, en tout cas, je sens une continuité extrêmement forte par rapport à ce qui a été dit par les artistes présents au premier webinaire sur leur, vraiment les obstacles, les difficultés qu'elles ont dû affronter pour affirmer leurs pratiques vis-à-vis de, voilà, de leurs parents, vis-à-vis de leur famille, de la société, donc qui fait écho au constat que vous faites les uns et les autres. Et voilà, et au niveau des manques justement de l'écosystème, et bien du coup voilà, vous appelez du coup le prochain webinaire donc consacré à la critique d'art et qui est en effet un maillon extrêmement important et que nous discuterons, nous espérons fin mars et donc voilà, plus largement, en tout cas, ce projet de rencontre sur ces questions de la place des femmes dans l'art et la culture en Afrique, nous avons vraiment l'intention et le souhait de le poursuivre en 2022 et 2023. Avec, nous l'espérons, des rencontres en présentiel. Nous l'espérons très fortement à Abidjan et donc aussi, si possible, d'autres formats webinaires. Mais en tout cas, voilà, si Covid nous permet de nous retrouver et de pouvoir voilà, nous rencontrer et échanger et penser collectivement, imaginer collectivement des nouvelles formes voilà, de visibilité, de diffusion pour les artistes et les artistes femmes en particulier. Un immense merci Simone Guirandou, un immense merci Cécile Fakouri, un immense merci à Magoro, un immense merci Jonelle. C'était un véritable bonheur de vous écouter, extrêmement inspirant et motivant aussi. Voilà, d'entendre vos parcours et également vos engagements. Donc un immense merci. Donc je rappelle que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le retrouver dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. Donc ces archives aussi sont très précieuses et le premier d'ailleurs webinaire est déjà disponible. Donc n'hésitez pas, si vous n'étiez pas là, à aller le voir et l'écouter. Et bien, merci et je vous souhaite une très belle soirée, très bon après-midi selon où vous êtes et à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci Sonia. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.